Nous allons maintenant faire un point sur la situation au Haut-Karabakh. On va prendre le temps pour essayer vraiment d'éclaircir les choses dans une zone du monde qui est extrêmement tendue, avec une situation sur place très complexe. Regardez cette carte, nous allons vous montrer où se trouve le Haut-Karabakh. C'est un territoire séparatiste entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'est un territoire que l'Azerbaïdjan souhaite reconquérir. D'ailleurs, vous observez en vert autour du Haut-Karabakh des territoires qui ont été repris par l'Azerbaïdjan à l'Arménie au cours de la guerre en 2020. Le corridor de Latchine est, au moment où nous nous parlons, le dernier lien entre le Haut-Karabakh et l'Arménie. Des séparatistes donc arméniens qui souhaitent garder ce territoire, l'Azerbaïdjan qui souhaite le reprendre. Voilà pour le décor posé, avec des tensions immenses entre Bakou et Erevan. Vous verrez dans quelques instants qu'il y a des enjeux qui déplacent simplement ce Haut-Karabakh, puisque d'immenses puissances se trouvent derrière ces deux territoires. Pourquoi nous vous en parlons ce matin ? Dans quelques instants, on ira à New York, vous verrez qu'aux Nations Unies, tout le monde ne parle que du Haut-Karabakh, parce qu'il s'est passé des événements tragiques ces dernières heures. Oui, avec des tirs et donc des dégâts très importants. On va vous montrer une image. Stepanakert, c'est donc le nom arménien de la plus grande ville du Haut-Karabakh qui a été touchée, mais pas seulement. D'autres villes de la région ont été ciblées par des tirs intensifs. Et vous le voyez, des véhicules et des vitrines détruits à Stepanakert à la suite donc de ces tirs, mais aussi à la suite d'explosions. Cette vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux hier par Artsakh Public TV. C'est la télévision publique du Haut-Karabakh. Il y a une autre vidéo qu'on voulait vous montrer, c'est hier toujours. Cette fois, ce sont, vous le voyez, des images aériennes publiées par le ministère de la Défense azerbaïdjanais. Elles semblent montrer une frappe menée donc selon Bakou sur des positions militaires de forces arméniennes. La situation s'est tendue. Alors, je rappelais, François, qu'il y a déjà eu des affrontements, il y a déjà eu une guerre entre ces deux pays, 2020, avec des territoires dont reconquis par l'Azerbaïdjan. Pourquoi, déjà, si on prend les choses dans l'ordre, pourquoi est-ce que là, ces dernières heures, il y a cette nouvelle bouffée de violence ? Il y a une conjonction de plusieurs choses. D'abord, je pense que le fait qu'il y ait cette Assemblée générale des Nations Unies qui est totalement focus sur deux grands sujets, l'Ukraine d'un côté, le développement de l'autre. Si vous voulez aujourd'hui faire quelque chose en catimini pendant que tout le monde est concentré sur autre chose à New York, c'est le moment. C'est un point de vue purement tactique. Et puis je pense qu'il y a aussi la volonté tout simplement de l'Azerbaïdjan, qui ne cesse depuis 2 ans de dire qu'elle doit absolument reprendre le contrôle, pas forcément reconquérir le territoire, le contrôle, c'est-à-dire avoir un Haut-Karabakh à sa main. Personne ne va changer le fait que 90% de la population locale est d'origine arménienne ou arménienne. Après, les accusations de nettoyage ethnique ne sont pas à prendre à la légère, parce que, encore une fois, l'une des raisons pour lesquelles il y a eu ces conflits, ces guerres entre les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan, c'est aussi pour défendre une culture et une identité. Ce séparatisme ne vient pas par hasard. C'est pour défendre un patrimoine, pour défendre une langue, une culture. C'est l'objet de ce qui s'est passé là. Vous avez, dans ce Haut-Karabakh, littéralement l'un des bassins de l'humanité, le berceau de l'humanité. Et puis vous avez des sites que l'UNESCO s'apprêtait à protéger, à renforcer la protection de ces sites-là, des sites religieux, mais incroyables. Bon. Et donc, le fait que la Russie, et c'est là où on va en venir tout à l'heure, le fait que la Russie, depuis 2 ans, a le regard totalement tourné, et également vers l'Ukraine, que la moitié de ces soldats qui étaient censés protéger le corridor de Latchine et de servir de gardiens de la paix fragiles, signé en 2020, le fait que la moitié de ces soldats soient partis sur le front ukrainien, ça change la donne. Donc vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qui font que le président Aliyev, soutenu par la Turquie, sans avoir de feu rouge russe visible et audible, se dit « allons-y ». La Turquie qui soutient l'Azerbaïdjan, l'Arménie qui est un allié historique de la Russie, même s'il y a eu une prise de distance ces dernières semaines. Nous allons y revenir dans le détail. Vous souhaitiez ajouter un mot, Pascal ? Non, c'est un terrain d'affrontement entre le monde de l'islam et le monde du christianisme aussi. Alors, la géopolitique, c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'il y a des enclaves. Je me rappelle de la guerre des Balkans.
on allait chercher des géographes ou des historiens pour justifier qu'à tel ou tel endroit, il y avait eu un temple orthodoxe, et donc les orthodoxes revendiquaient le territoire. Là, on a un fait qui est environ 150 000 personnes, François, c'est ça, qui vivent, des Arméniens, qui sont chrétiens, qui vivent dans un pays qui est musulman. C'est d'ailleurs pas un pays de radicalité, hein, mais une revendication territoriale. Les Russes n'ont jamais véritablement prêté attention à ce qui se passait. C'est une guerre de 30 ans. Il y a toujours eu des tensions. Et j'allais dire, oui, il faut défendre cette exception, l'exception arménienne. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'Arméniens qui vivent en France, parce qu'il y a des liens historiques entre la France et l'Arménie. Il y a des liens culturels. C'est un peuple qui a été martyrisé. Si on revoit la carte, d'ailleurs, vous verrez que c'est un territoire de conflit douloureux dans l'histoire du XXe siècle. Il y a la Turquie qui est là, l'Arménie qui est là, des relations qui ont été extrêmement dures, extrêmement tendues, avec des massacres, des pogroms, et il faut défendre ce petit bout de terre. Alors nous allons prendre la direction des États-Unis où nous attend Margot Haddad, envoyée spéciale avec Julie Janus. Bonjour Margot. Vous êtes pour LCI à New York à l'occasion de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Bon, Volodymyr Zelensky était à la tribune. Hier, nous pensions que tous les regards allaient converger vers Kiev, mais il se trouve, et vous nous avez alerté dès hier soir, qu'il est beaucoup question du Haut-Karabakh. Oui, les chancelleries européennes avaient vu le pire arriver depuis déjà quelques jours, mais c'est hier qu'elles ont réclamé un cessez-le-feu immédiat aux Nations Unies. Alors il faut le savoir, la France a été le pays occidental le plus ferme sur le dossier en demandant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité et en tenant l'Azerbaïdjan responsable du sort des populations. Plusieurs acteurs majeurs clés de cette région devront participer à cette réunion sous haute tension. Tout d'abord la Russie qui a longtemps eu le rôle de gardien de la paix dans cette enclave, mais aussi la Turquie avec le président Erdogan qui soutient activement l'Azerbaïdjan face à son ennemi de toujours, l'Arménie. Et il y a aussi l'Iran qui de son côté soutient l'Arménie chrétienne parce que le nord de l'Iran est peuplé d'Azéris qui menacent la stabilité de l'Iran. Mais dans les coulisses de l'ONU, le véritable pays hors Caucase qui est attendu dans ce dossier, eh bien c'est les États-Unis qui auraient, je cite selon les chancelleries occidentales, un vrai moyen de pression sur l'Azerbaïdjan. Merci beaucoup Margot. Margot Haddad avec Julie Janus, envoyée spéciale donc à New York. Regardons la réaction de la France. Oui, Emmanuel Macron a rapidement réagi donc hier dans un communiqué. Il a condamné l'opération militaire lancée par l'Azerbaïdjan et appelle un cessez-le-feu, condamnation ferme du recours à la force par l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh. L'offensive doit cesser immédiatement et les discussions doivent reprendre pour les droits et la sécurité des habitants. Je reste en lien étroit avec le Premier ministre Pachinian. Et justement, eh bien, le Premier ministre, hier, dans une déclaration télévisée, eh bien, lance un appel à l'aide. Et les mots utilisés sont très forts, écoutez. L'Azerbaïdjan a lancé une opération militaire terrestre visant au nettoyage ethnique des Arméniens du Nagorno-Karabakh. Nous pensons qu'il appartient d'abord à la Fédération de Russie de demander à ses forces d'intervenir et ensuite au Conseil de sécurité de l'ONU de faire un pas dans cette direction. Et les deux hommes de l'État, donc les deux hommes se sont entretenus au téléphone, donc le Premier ministre arménien et le président de la République. Le chef de l'État a également appelé une reprise, donc sans délai, des discussions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ouais, parce qu'elle le rappelait, on a un lien avec l'Arménie. Hein. Oui, il y a un lien très très fort. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est la réaction du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères qui s'attaque à la France en disant la politique islamophobe et anti-azerbaïdjanaise de la France et son ingérence inacceptable dans les affaires intérieures montre que la France est loin de la région et que plus la France est loin de la région, mieux elle s'en portera. Donc c'est vrai qu'on est propulsé dans cette guerre qui nous paraît très lointaine et en fait c'est vrai, du fait de la complexité de la situation, c'est-à-dire nos liens très très forts français avec l'Arménie, en même temps l'Arménie qui est plutôt côté russe, qui complexifie encore la donne, fait qu'on va beaucoup regarder ce qui se passe dans cette région. Alors justement François, à 6h15, il faut expliquer les choses le plus clairement possible. Il y a deux géants derrière l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a la Russie et il y a la Turquie. Et en fait, Margot nous disait tout à l'heure, aux Nations Unies, tout le monde parle du Haut-Karabakh, puisque malheureusement, j'allais dire, au-dessus de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, tout le monde regarde par-dessus ces épaules-là pour regarder ces géants. Mais c'est probablement l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les violations du cessez-le-feu et la guerre a repris. C'est parce que tous ceux qui souhaitaient le statu quo, la paix, un statut d'autonomie pour le Haut-Karabakh,
dans des discussions qui durent déjà depuis 2 ans, qui sont menées à la fois par l'Union européenne d'un côté, par le département d'État américain de l'autre, ces négociations n'ont rien donné. Il y a eu un moment où on a senti qu'il allait se passer quelque chose, c'était au printemps dernier, à 2 reprises d'ailleurs, au moment où se réunissait vous savez, la grande conférence politique européenne souhaitée par Emmanuel Macron. On a mis dans une pièce le président azerbaïdjanais et le Premier ministre arménien. On leur a dit essayez, faites un geste. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que la Turquie est déterminée à aller jusqu'au bout dans cette histoire. Et effectivement aussi, comme le dit Pascal, pas seulement, mais aussi pour des raisons religieuses. Et la Russie, qui était garant de la paix dans cette région-là, est totalement focus aujourd'hui sur l'Ukraine. Je l'ai dit, quand vous envoyez 2000 gardiens de la paix sur place pour protéger ce corridor humanitaire qui amène les vivres, les médicaments, l'essentiel, j'allais dire, la base de vie, la ligne de vie du Haut-Karabakh, et que vous retirez la moitié de ces troupes avec leur matériel pour les envoyer sur le front ukrainien, c'est très tentant pour le président azerbaïdjanais de se dire les Russes ont le regard ailleurs, tournent les yeux, on y va. C'est la réalisation de la promesse des Azéris. Les Azéris veulent faire de cette région un Bantoustan. Vous voyez ce que c'est? C'est un territoire dans lequel, en réalité, effectivement, apparemment un peu indépendant, sur lequel ils auraient pouvoir total. C'est-à-dire qu'ils introduiraient, vous savez, la dimension de la dimitude. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une population qui serait sous domination, des sous-citoyens. C'est ça, la réalité. C'est ça l'ambition de l'Azerbaïdjan, poussée par la Turquie, qui a des ambitions religieuses. Et ce qui complexifie encore les choses, vous parliez de la dimension religieuse, mais il y a la dimension énergétique aussi. C'est-à-dire que Bakou a passé un accord avec l'Union européenne pour la livraison de gaz, ce qui rajoute encore... On a un faible flux commercial avec les Azéris. C'est l'Union européenne, c'est l'Europe. Nous, c'est moins de 200 millions d'euros d'échanges chaque année, c'est-à-dire 3 fois rien. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a un lien entre l'Arménie et la Russie. Je vous montre la déclaration de M. Pachinian, dernière en date, qui traduit la prise de distance arménienne avec la Russie dans le sillage de la guerre en Ukraine. Dans la guerre avec l'Ukraine, l'Arménie n'est pas un allié de la Russie. Cette phrase n'est pas du tout anodine, François, et elle caractérise cette prise de distance qui conduit sans doute les Azéris aujourd'hui à dire bon, on y va. Parce qu'à chaque fois que le Premier ministre arménien s'est tourné vers la Russie pour lui demander de l'aide, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan militaire avec les gardiens de la paix, Poutine n'a pas été en mesure de pouvoir répondre favorablement à ces demandes. Et donc, le Premier ministre arménien, il s'est dit, mais est-ce que je suis en train d'être lâché? Et c'en a été à un point, vous vous rappelez peut-être, le 9 mai dernier, lorsque Poutine fait les cérémonies de commémoration du 9 mai 45, on a dit, il n'y a personne. Mais en fait, si, il y avait les présidents et les chefs de gouvernement des républiques d'Asie centrale, et Pachinian ne voulait pas y aller. Il a dit, je vais quand même pas aller sur la place rouge pour quelqu'un qui est incapable d'être mon garant et d'être celui qui me soutient face à l'Azerbaïdjan. Et donc, il y est allé parce qu'il s'est dit, si je n'y vais pas, ce sera pire que tout. Il y est allé et il n'a rien eu. Et donc, il a fait cette déclaration pour dire, khala, c'est fini. En 10 secondes, François, est-ce que ça traduit une prise de pouvoir de la Turquie dans la région? Est-ce que c'est Erdogan qui sort vainqueur de ces enjeux-là? On va voir ce que donnent effectivement ces développements militaires, mais s'ils vont jusqu'au bout, et si la diplomatie ne parvient pas à remettre la balle au centre, oui, ce sera une victoire d'Erdogan. Vous imaginez la Turquie dans l'Europe dans un conflit comme celui-là? C'est un autre débat que l'on pourrait ouvrir et qui pourrait durer un moment. C'est le chaînon d'après. Et accessoirement dans l'OTAN. Oui.